Ministériel, cher Mohamed, cher Alioune, cher Monsef, après le travail que nous avons produit, c'est évident qu'il y a un certain niveau de sympathie s'est installé entre nous. Hélas, nous devons déplorer un drame qui s'est produit en Afrique, et c'est pas par hasard que nous avons choisi ce thème, c'est que nous en avions saisi toute l'importance. Le sujet mérite d'être traité très sérieusement, il mérite d'être développé, et c'est le fruit du travail réalisé au cours de cette conférence qui sera porté bien sûr auprès des chefs d'État, et nous espérons bien en effet qu'il sera plus qu'entendu, qu'il sera compris et suivi d'actes réalisés, de réalisation de décisions. Je vous propose une déclaration de soutien, de solidarité du réseau Habitat et Francophonie au gouvernement et aux populations sinistrées du Mozambique affectées par le cyclone Idai. Je vous lis cette déclaration. Nouakchott, le 20 mars 2019. Les participants à la 52e conférence du réseau Habitat et Francophonie réunie à Nouakchott, République islamique de Mauritanie, du 18 au 20 mars 2019, tiennent à exprimer leur compassion et leur entière solidarité au gouvernement et au peuple du Mozambique suite à la terrible catastrophe du cyclone Idai qui a frappé ce pays et les pays voisins. En particulier la ville portuaire de Beira qui a été pratiquement détruite. Cette tragédie survenue dans la nuit du 14 au 15 mars a fortement affecté les pays de la région et l'est de l'Afrique australe, avec plus de 300 morts, plus de 1000 personnes sans abri. Au nom de l'ensemble des membres du réseau et de son président, moi-même, nous exprimons nos sincères condoléances aux familles victimes de cette tragédie et notre soutien au gouvernement du Mozambique, ainsi qu'aux citoyens de la ville de Beira. Voilà la déclaration que j'ai lue en votre nom. Je pense que tout le monde comprend l'importance de ce message. Hélas, nous devons évoquer un drame, alors que nous aurions que à nous féliciter du travail que nous avons réalisé. Mais il y a des moments où la compassion est nécessaire. Ce moment était là. Bien, je vais reprendre maintenant, parce que Alioune, dans son grand élan lyrique, a mordu un petit peu. Mais c'est pas grave. Je vais donc vous relire les 10 recommandations, car elles sont au nombre de 10. Rappelez-vous qu'il y avait 5 axes, et il y a 10 recommandations. La première, la construction d'une ville inclusive est étroitement liée à des stratégies nationales cohérentes et intégrées à des politiques publiques volontaristes en matière d'urbanisme et de développement durable. Ces politiques doivent être évaluées sur la base d'une gouvernance publique active, adossée au renforcement des pouvoirs locaux et territoriaux, et sur les principes de la redevabilité, de la transparence et de la participation citoyenne. Deuxième recommandation. Le principe des villes inclusives, tel que traité par la 52e conférence de RHF, est étroitement lié aux agendas internationaux auxquels souscrivent l'ensemble des États membres des Nations Unies et dont RHF doit se faire le relais auprès des gouvernements de l'espace francophone,
Ces agendas internationaux font notamment référence à Rio 20, à l'agenda 2063 de l'Union africaine, aux ODD, en particulier l'ODD 21 des villes, la COP 21 de Paris, le cadre de Sendai 2015, le nouvel agenda urbain Habitat 3 de Quito 2016. Troisième recommandation. La ville inclusive est une ville juste et sûre qui favorise l'équité sociale et réduit la fracture urbaine au sein de la société. Le droit au logement, qui est l'un des principes premiers de RHF, constitue l'une des valeurs reconnues par la communauté internationale depuis Habitat 2, 1996. L'inclusion urbaine doit faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables, conformément à l'ODD 11. La mixité territoriale et la mixité sociale sont des composantes essentielles de la ville inclusive. Elles font appel à la réinvention et à l'innovation permanente pour de nouvelles modalités de l'intégration du citoyen à la ville. Quatrième recommandation. Une ville inclusive doit s'appuyer sur des pouvoirs municipaux et territoriaux forts comme groupe d'influence et de prise de décision déterminants pour la gestion et le devenir des villes. À cet effet, l'inclusion passe par un pouvoir local qui est mandaté par les citoyens. Ce pouvoir est aujourd'hui au cœur du fonctionnement et de la réussite d'un projet urbain viable et durable. Cinquième recommandation, une ville inclusive et durable œuvre au rapprochement des acteurs dont la voix et la mobilisation enrichissent le débat et l'action concertée pour une ville durable. RHF place les habitants au cœur de ses préoccupations et défend le principe de solidarité comme un fondement de son action en faveur de la ville durable. Sixième recommandation, une ville inclusive considère l'ensemble des groupes sociaux comme partie prenante à la promotion et au développement économique et social de la cité. Ces groupes sont notamment représentés par les femmes et les jeunes, dont la participation active et dynamique représente un capital humain étroitement lié au développement et à un avenir meilleur pour l'Afrique et l'espace francophone. Septième recommandation. Une ville inclusive doit adopter une démarche de résilience fondée sur la capacité à anticiper et à gérer les crises selon le principe de précaution et de prévention. Dans cette perspective, des instruments appropriés et adaptés sont à développer sur la base de la planification, de l'évaluation et de l'anticipation. Ces instruments doivent être expérimentés et traduits en guides, manuels de formation, d'accompagnement, de suivi et d'évaluation accessibles à tous les acteurs locaux. Huitième recommandation. La ville inclusive consacre le droit au logement comme un droit inaliénable de la cité et de la citoyenneté. L'accès à un logement décent pour tous est indissociable d'une urbanisation durable et intégrée. C'est une composante essentielle des politiques publiques volontaristes pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens et leur intégration à la ville. L'accès au logement doit prendre en compte l'offre du marché locatif comme complément à des politiques d'habitat intégrées et durables. Les modalités de bancarisation du logement et l'accès au crédit immobilier et foncier pour tous doivent être encouragées, notamment en faveur des groupes vulnérables, et ce, au fin de réduire la fracture urbaine représentée par les bidonvilles et les différentes formes d'habitat précaire. Neuvième recommandation. Une ville inclusive et durable au sein de l'espace francophone doit renforcer les liens de coopération, d'échange d'expertise et de savoir-faire entre tous les acteurs. Ce rôle fédérateur que RHF doit promouvoir doit être basé sur le montage de partenariats innovants
en direction des États, des gouvernements et des acteurs locaux engagés dans des politiques de développement urbain et territorial inclusives et durables. Enfin, la 10e recommandation. Une ville inclusive, ouverte à tous, sûre et résiliente, doit s'appuyer sur des cadres législatifs, réglementaires et normatifs, notamment en matière d'urbanisme, d'habitat et de logement, et ces instruments doivent être déclinés en code, guides et manuels à la portée et à l'usage de l'ensemble des parties prenantes au développement urbain, y compris la société civile et les habitants. Ces instruments doivent faire l'objet de cadres de formation, de mise en œuvre, d'accompagnement pour un habitat et un développement urbain inclusif et durable. Comme vous le constatez, le programme est copieux. Je pense qu'il y a matière à travailler avec les différents représentants des États pour faire avancer cette belle idée, pour qu'ensemble, nous puissions construire une ville inclusive. Merci de votre attention.